d'organisation de ces magnifiques journées de médecine interne de Sylvie Lapès. Je suis ravi d'être parmi vous, je suis ravi d'être ici. Je suis tout excité parce que je suis venu à Sylvie Lapès il y a à peu près 30 ans et je reviens maintenant ici. Donc je suis ravi. Merci pour votre accueil, merci pour votre caractère studieux. Merci à Fifi Otmani et au comité d'organisation pour la confiance. Je vais vous traiter donc le lupus systémique. Le lupus systémique est la maladie la plus célèbre au monde. C'est une maladie mythique. Elle touche la jeune femme en pleine activité hormonale avec une triptyque complexe à fertilité, conception et bien sûr des risques de cicatrices sur lesquels j'y reviendrai. Le lupus systémique est une des 10 causes de mortalité donc, chez la jeune femme. Donc il faut prendre au sérieux donc, une maladie lupique, qu'elle soit masculine ou féminine. Le deuxième point qui est extrêmement important, vous ne devez pas faire preuve d'inertie thérapeutique contre le traitement contre la maladie, c'est-à-dire vous êtes en rémission complète, vous continuez. Si la patiente est en rémission partielle ou le lupus est évolutif, vous devez changer le traitement. Nous allons commencer, peut-être éteindre les lumières, parce que j'ai des belles photos à vous montrer. On peut éteindre la lumière? Voilà, c'est bon comme ça? Okay. Voilà. Alors, nous allons commencer, nous allons commencer gentiment par des lésions. Ici, nous avons des lésions érythémateuses qui touchent les joues, qui touchent donc la racine du nez, et il s'agit bien sûr d'un lupus. Mais il s'agit d'un lupus pernio, qui est un signe cardinal de la sarcoïdose. Devant tout lupus pernio, vous devez chercher une atteinte muqueuse profonde, en particulier ORL, qui nécessite parfois en escalade thérapeutique des anticorps anti-TNF-alpha, et chercher aussi des atteintes viscérales, en particulier les atteintes médiastino-pulmonaires, les atteintes spléniques, hépatiques, osseuses et cardiaques. Vous avez ici un de mes patients qui a une sarcoïdose multisystémique majeure. J'ai dû utiliser 3 lignes de traitement pour venir à bout. Vous voyez ici, il a une atteinte cardiaque majeure. C'est une sarcoïdose essentiellement cardiaque. Vous voyez ici qu'il a des atteintes médiastino-hilaires, des atteintes ganglionnaires, des atteintes au niveau osseux. Donc il a complètement soufflé l'apophyse transverse, donc de L5. Donc attention, lupus pernio égale sarcoïdose. Nous allons avancer. Il s'agit d'un monsieur de 55 ans qui est traité par du 5-fluorouracil pour un cancer du côlon. Et il s'agit donc d'un lupus subaigu. Et alors là, attention aussi, devant tout lupus, chercher une cause médicamenteuse. Et la première chose à chercher, ce sont les inhibiteurs de la pompe à protons. Nous avons 1,6 milliard d'êtres humains qui sont ou qui ont été sous inhibiteurs de la pompe à protons. Ça donne des tableaux de lupus subaigu avec une possible atteinte articulaire. Le traitement a pu être introduit quelques années, quelques mois, quelques semaines ou quelques jours auparavant. Il faut absolument donc le chercher. Et il y a bien sûr ces atteintes articulaires. Attention, quelquefois, vous pouvez avoir de faux négatifs en ce qui concerne donc, les anticorps anti-histone, qui sont le témoin d'un lupus médicamenteux. Et là, nous avons donc une possibilité, en arrêtant le traitement, il y a une sédation, que ce soit des lésions cutanées ou des lésions articulaires, il y a une sédation à peu près, voire une résolution au bout de 6 mois. Nous allons avancer encore un tout petit peu. Vous avez ici des lésions de lupus-like sur peau noire. Alors attention, il ne faut pas vous faire avoir. Donc, toute lésion de lupus-like sur peau noire doit faire chercher des pratiques de dépigmentation volontaire, en particulier l'application d'hydroquinone pour blanchir la peau. Donc vous devez faire un interrogatoire policier. Donc les recommandations américaines, attention donc aux mimickers, qui sont les pièges devant des lésions donc, de lupus cutané. Nous allons un tout petit peu compliquer la situation.
Je vais vous donner un élément d'orientation. Il s'agit d'une macule avec un aspect herniaire à la palpation. Elle touche essentiellement le dos. Est-ce que quelqu'un, avec une perte des fibres élastiques du derme, est-ce que quelqu'un a le nom de cette lésion élémentaire cutanée? Je ne vais pas vous embêter, je vais vous donner le nom. Il s'agit d'une anétodermie. Toute anétodermie, c'est une élastolyse dermique, est un marqueur d'auto-immunité qui vous fera chercher un syndrome des antiphospholipides essentiellement sur le versant donc, artériel. Et l'équipe américaine donc, de Caroline et bien sûr de Géorgie, les anatomopathologistes, disent que devant toute anétodermie, vous devez chercher un syndrome des antiphospholipides et un lupus. Pourquoi je parle de syndrome des antiphospholipides? Le syndrome des antiphospholipides est associé au lupus dans 30 à 50% des cas. Nous allons encore continuer à avancer. Vous avez ici des lésions de livédo à maille, ouverte et irrégulière non infiltrée, diagnostic différentiel avec la vascularite, suspendue chez ce monsieur-là. Donc il s'agit d'un livédo racemosa, maille ouverte et irrégulière. C'est un marqueur du phénotype artériel du syndrome des antiphospholipides. Donc vous devez déshabiller vos patients et vos patientes pour les examiner à la recherche donc, de ce livédo, qui est un livédo pathologique, et ce n'est pas un livédo physiologique. Nous allons compliquer un petit peu plus la situation. Je vais vous parler d'une entité qu'on appelle la vasculopathie livédoïde. C'est un syndrome des antiphospholipides séronégatif. Vous avez ici des lésions de livédo à maille irrégulière, parfois associées à de la nécrose. Il s'agit d'une pseudovascularite occlusive thrombosante des vaisseaux du derme. Diagnostic différentiel avec la périartérite noueuse cutanée qui, elle, donne de la nécrose fibrinoïde, et aussi la maladie des emboles de cholestérol. Vous avez des emboles de cholestérol. Pourquoi je vous parle de cette maladie? Parce que cette maladie, chers consoeurs, chers confrères, s'aggrave sous corticothérapie. Attention, on ne donne jamais de corticoïdes devant les vasculopathies livédoïdes. Le traitement fait appel, comme vous voyez, c'est une forme thrombosante, fait appel aux anticoagulants, antivitamine K, les NACO, les nouveaux anticoagulants oraux, apixaban, rivaroxaban, dabigatran, partant ensuite vers l'héparine, et dans les formes rebelles, j'utilise les immunoglobulines intraveineuses qui donnent d'excellents résultats. Nous allons avancer, nous allons parler maintenant de la maladie de Kikuchi-Fujimoto. C'est une lymphadénite lupique, c'est une lymphadénite hyperimmune, fréquente au cours du lupus, il faut la chercher, essentiellement cervicale, avec fièvre, arthralgie, éruption cutanée, diagnostic différentiel avec l'adénite tuberculeuse fistulise, celle-ci ne fistulise jamais. Elle peut révéler ou évoluer vers un lupus. En histologie, il s'agit d'une lymphadénite histiocytaire nécrosante. Le traitement, abstention thérapeutique, parfois anti-inflammatoire non stéroïdien, corticoïdes dans les formes rebelles. Nous utilisons les immunoglobulines intraveineuses. Alors, interrogatoire, vous devez chercher la notion de fausse couche, la notion de thrombose artérielle veineuse, les antécédents d'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Attention, il s'agit souvent d'une association lupus-SAPL. Vous voyez ici l'ostéonécrose aseptique des deux têtes fémorales chez une femme de 37 ans. Donc il faut chercher le lupus et le SAPL. La photosensibilité est différente de la lucite. Est-ce que quelqu'un connaît le distinguo entre lucite et photosensibilité? Nous avons dans le lupus une photosensibilité et non une lucite. La photosensibilité, c'est une réaction semi-retardée au rayon ultraviolet B, c'est-à-dire 3 heures de temps après, alors que la lucite, c'est une réaction immédiate au rayon ultraviolet B. Dans le lupus, vous avez une photosensibilité. Le lupus induit, sur lequel j'y reviendrai, essentiellement les causes médicamenteuses. Nous avons le lupus familial. Nous avons des formes donc, familiales. Il s'agit d'une maladie à agrégation familiale. Arthralgie ou arthrite, il faut absolument donc chercher. Les aftes buccaux récidivants, attention, tout afte buccal qui récidive en dehors de la maladie B7 que vous connaissez, vous devez chercher une maladie lupique. L'alopécie, une alopécie qui est rebelle, donc doit faire rechercher, donc une maladie lupique. Vous avez une jeune femme ici,
Il y a une éruption en aide de papillon, une éruption vespertilio, qui touche donc les alvéolés, qui a touché ici la paupière supérieure, qui a pu faire évoquer à un moment donné un diagnostic de dermatomyosite, mais il s'agit donc d'une maladie lupique. Par contre, le diagnostic différentiel, donc le plus redoutable, c'est l'acné rosacée. Et l'acné rosacée, nous l'excluons, puisque dans le lupus, il n'y a jamais d'atteinte du menton, ce qui est le cas donc, de l'acné rosacée. La clinique, l'examen doit être complet. Vous devez examiner la peau, 70 à 80% au cours du lupus, première manifestation de lupus dans 20% des cas. Les articulations sont touchées, 60 à 80% des cas, et annoncent la maladie dans 50% des cas. Donc vous devez absolument donc, chercher surtout la peau et les articulations. Bien sûr, on parlera du reste. Alors j'ai fait un petit focus sur le lupus articulaire. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Les dernières recommandations américaines, donc le lupus, femme 9 fois sur 10, en période d'activité ovulatoire, agrégation familiale possible. Les critères de classification ont été revus, puisqu'en titration, nous étions à 1 sur 160e, nous sommes à 1 sur 80e sur cellules HEP2 ou équivalent. Un score supérieur ou égal à 10 a une sensibilité et une spécificité de l'ordre de 90%. L'atteinte articulaire fait déjà 6 points. Attention, il y a une diminution des arthralgies lors des rémissions de la maladie. Selon les données de l'imagerie en haute résolution et de l'imagerie ultra fine, nous avons 3 formes. Nous avons la forme non déformante, non érosive, 65 à 95% des cas. Nous avons la forme déformante, non érosive, jusqu'à 35% des cas, c'est l'arthropathie de Jacou. Vous avez donc une main donc lupique, une main de Jacou. C'est une déformation au coup de vent cubital, diagnostic différentiel avec la main rhumatoïde. Celle-ci est réductible. Et nous avons bien sûr l'association avec la polyarthrite rhumatoïde, c'est le rupus, attention, à 25% des cas. Et là, vous avez donc des formes déformantes et celles-ci sont érosives. Attention, donc nous sommes sur des formes érosives. Et bien sûr, l'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. En parlant d'urgence, l'urgence, elle doit être diagnostique et thérapeutique. Le risque cicatriciel est élevé en cas de lupus discoïde, puisqu'il y a donc une atrophie cutanée qui est donc définitive. Vous reconnaissez ici un chanteur anglo-américain avec des lésions de cicatrices, donc de lupus discoïde. Alors, le tofacitinib en pommade donne d'excellents résultats. C'est un inhibiteur en topique de JAK. Inhibiteur de JAK, il inhibe le JAK1 et il inhibe donc le JAK3. Donc il peut être utile dans certaines formes de lupus cutané prises au début. Ici, je vais vous parler de quelques complications rapidement. Nous avons ici ce qu'on appelle un rein lupique, un aspect Weyer-Hopps. C'est un aspect donc, en anse de fil de fer, selon les anglo-saxons. Ici, c'est une glomérulonéphrite membrano-proliférative de classe 4, puisqu'il y a plus de 50% des glomérules qui sont touchés. Nous avons une prolifération mésangiale en immunofluorescence. Nous avons ici en microscopie optique à fort grossissement une prolifération mésangiale et donc endomembraneuse. Le traitement chez cette patiente a fait appel aux corticoïdes plus le MMF, le mycophénolate mofétyle, puisqu'il y a un désir de grossesse. Mais dans certaines formes, je dirais torpide rebelle, on utilise donc le rituximab. Attention, il y a une forme qui est la classe 5, qui est la glomérulonéphrite extramembraneuse. Celle-ci, quelquefois, nous utilisons uniquement une association rituximab plus enzyme de conversion de l'angiotensine. Vous avez ici une image de la Mayo Clinic, Rochester, donc dans le Minnesota. C'est une coupe coronale avec une reconstruction en 3 dimensions d'un shrinking lung syndrome. C'est quoi? C'est une paralysie diaphragmatique bilatérale, parfois unilatérale. Complication gravissime au cours du lupus devant toute dyspnée aiguë chez une patiente lupique. Vous devez éliminer 2 choses, bien sûr l'embolie pulmonaire, la pneumonie lupique et le shrinking lung syndrome. Alors le diagnostic, on peut le faire aussi par une échographie du muscle diaphragmatique qui vous donne une hypotonie, voire donc une paralysie du muscle diaphragmatique. Le traitement fait appel aux corticoïdes et en cas de résistance à la corticothérapie, nous utilisons le rituximab avec d'excellents résultats. Nous allons avancer ici. C'est une coupe sagittale avec, chez une patiente lupique. C'est une myélite lupique. Elle est un peu particulière parce que c'est une myélite longitudinale puisqu'il y a plus de 4 segments médulaires
qui sont touchées. C'est une patiente avec troubles sphinctériens, troubles moteurs, troubles sensitifs. Habituellement, les myélites lupiques, ce sont des myélites transverses et non longitudinales. Attention, diagnostic différentiel avec le ramollissement médulaire, c'est-à-dire une thrombose de l'artère spinale antérieure, qu'on appelle l'artère d'Adamkiewicz, ramollissement médulaire, qui peut se voir en cas d'athérosclérose accélérée ou en cas de syndrome des antiphospholipides. Ici, c'est une myélite lupique. Quelquefois, donc, il faut faire dans le liquide céphalorachidien le dosage des anticorps antinucléaires, bien sûr le complément, le C3-LC4, et bien sûr l'anticorps antiribosome P, qui est un des marqueurs du neurolupus. Le traitement dans ce cas-là, corticothérapie plus cyclophosphamide endoxant, 0,7 g par mètre carré, J1, J15, ensuite tous les mois. Vous avez ici une coupe axiale en scanner d'une entérite lupique. Nous avons la classique image donc, en cocarde, et ici nous voyons donc le grêle distal, et donc ces patientes répondent en général très bien aux corticoïdes, et en cas d'escalade thérapeutique, nous rajoutons l'endoxant. Attention, 3 diagnostics différentiels. Le premier diagnostic différentiel, c'est la vascularite mésentérique. Le deuxième diagnostic différentiel, quand je dis vascularite mésentérique, c'est une ischémie mésentérique. Et le troisième, attention, si vous avez un syndrome des antiphospholipides, il peut y avoir une thrombose splanchnique, thrombose portale ou un équivalent de maladie, de syndrome de Budd-Chiari. Donc attention, vérifiez votre sérologie du syndrome des antiphospholipides. Alors, une maladie associée, nous avons le lupus induit, cherchez les IEC, inhibiteurs d'enzyme de conversion, les inhibiteurs calciques, les diurétiques thiazédiques, les antagonistes des récepteurs d'angiotensine 2, les antiépileptiques et les IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons. Je parlerai aussi des antituberculeux et des bêta-bloquants. Le SAPL doit être cherché, comme je vous l'ai dit, 30 à 50% avec le lupus. Cherchez systématiquement les anti-CCP et les facteurs rhumatoïdes, car fréquence du lupus, donc qui vont vous donner le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. Cherchez la thyroïdite d'Hashimoto. La thyroïdite d'Hashimoto, c'est une maladie auto-immune spécifique d'un organe. Elle est associée au lupus dans 30% des cas, avec les anti-TPO, anticorps antithyroperoxydase et anticorps antithyroglobulines. Pourquoi il faut la chercher? Parce que l'hypothyroïdie intraclinique donne de l'athérosclérose qui peut être accélérée et qui peut aggraver déjà une athérosclérose liée au processus inflammatoire du lupus. Donc devant tout lupus, cherchez un SAPL, devant tout SAPL, cherchez un lupus. Attention, le papillomavirus est fréquent en cas de maladie lupique liée à une immunodépression. Il faut leur faire des frottis cervico-vaginaux réguliers, tous les ans, voire tous les 18 mois, pour ne pas passer à côté d'un HPV, donc oncogène. Je donne une information, le frottis cervico-vaginal a malheureusement une sensibilité qui parfois peut être jusqu'à 50%, donc il ne faut pas hésiter à refaire des frottis cervico-vaginaux réguliers. La fibromyalgie est extrêmement fréquente, 37% au cours du lupus, 20% en cas de polyarthrite rhumatoïde. Est-ce que quelqu'un connaît la journée mondiale du lupus dans la salle? C'est le 10 mai. Et la journée mondiale de la fibromyalgie, c'est le 12 mai. Voilà, je vous donne cette information. Voilà, elles sont toutes proches là. Vérifiez si kyste fonctionnel ovarien avant anticoagulation pour le SAPL, car il y a un risque d'hémopéritoine, 20% des cas. Il y a un risque de lymphome à grande cellule B lié à la sévérité de la maladie, donc différent de la polyarthrite rhumatoïde, où c'est lié à l'activité, à la sévérité. Attention, il y a un risque augmenté de carcinome cutané, en dehors, bien sûr, de la photosensibilité. La biologie est extrêmement importante. C'est là que vous devez vous focaliser. C'est votre fil d'Ariane. Il faut, alors vous avez une hypergamma-globulinémie polyclonale liée à une stimulation, donc je dirais polyclonale du système immunitaire. Vous avez donc parfois aussi donc, une lymphopénie, mais vous devez checker surtout l'hémolyse auto-immune. Il s'agit d'une hémolytique auto-immune à anticorps chauds. Ce sont des immunoglobulines G, donc, et là, il peut être le témoin d'une évolutivité de la maladie lupique, donc vous devez faire systématiquement un test de combustirène. Le titre d'anticorps anti-ADN natif, une titration par une méthode ELISA, là vous avez donc deux choses. Soit le titre d'anticorps anti-ADN natif est élevé, soit ça signifie qu'il y a une maladie lupique qui est évolutive, soit vous avez une atteinte rénale. Donc attention, le titre d'anticorps anti-ADN natif est important, il est corrélé à l'activité de la maladie. Le complément, le C3 LC4, le C3 explore la voie alterne, et
le C4 explore donc la voie classique du complément. Si l'un ou les deux sont consommés, ça veut dire que vous avez une maladie évolutive. Le rapport albumine sur créatinine urinaire en milligrammes par gramme, on fait systématiquement le mandate urinaire à la recherche d'une albuminurie. Le rein constitue la principale cause de mortalité du lupus, donc il faut faire attention. Au-dessus de 30 mg par gramme, c'est une microalbuminurie. Au-dessus de 300, c'est une protéinurie. La CRP, nous appelons ça le critère de Cameron, c'est un biomarqueur qui est augmenté uniquement si séricte, c'est-à-dire pleurésie ou péricardite, ou bien il y a un processus infectieux. La sérologie du syndrome des antiphospholipides doit être faite. Anticorps anticardiolipine, isotype IgG, moindre d'IgM, moindre valeur. L'anticorps anti-bêta-2-GP1, l'isotype IgG a plus de valeur que l'isotype IgM. Et bien sûr, le plus R, qui est le LA, le lupus anticoagulant, que nous appelions à l'époque l'anticorps antiprothrombinase, et lui, c'est le plus thrombogène. Maladie active, hémolyse, consommation du complément, titre d'anticorps anti-ADN natif élevé, protéinurie. Dans ce cas-là, surveillance chaque 2 mois et adaptation du traitement. Ne pas hésiter à refaire une ponction biopsie rénale pour vérifier donc, le score d'activité, donc l'inflammation et la fibrose. Quelquefois, nous avons des lésions de néphropathie globérulaire associées à des lésions de néphropathie interstitielle. Maladie en rémission, marqueurs normaux, surveillance semestrielle. Alors là, vous avez donc une jeune femme avec un masque lupique qui est démonstratif. Vous voyez ici, donc, est-ce que vous savez ce que signifie le lupus? Le lupus signifie loup en latin, d'accord? Et le masque lupique date probablement de l'époque des Vénitiens. Quand ils faisaient leur fête, ils portaient donc un équivalent de masque lupique. Le lupus a changé de visage. Nous passons à une maladie chronique et nous étions au départ sur une maladie aiguë. Pourquoi nous étions sur une maladie aiguë? Les lupiques mouraient bien sûr d'atteinte rénale et surtout mouraient de sepsis. Elles mouraient d'infection à germes encapsulés. En général, c'est du pneumocoque. Pourquoi? Parce que donc il y a une baisse de l'immunité et surtout elles ont aussi une asplénie fonctionnelle qui fait que donc elles sont plus sujettes. D'où il faut absolument les vacciner, sur lequel j'y reviendrai. Il y a une réponse exagérée à l'interféron de type 1. Cette réponse interféron, donc elle est exagérée, donc elle entraîne un processus qui va, donc je dirais, dépasser son but. Les objectifs du traitement, le but c'est d'obtenir une rémission complète de la maladie avec de l'hydroxychloroquine, une corticothérapie qui doit être inférieure à 5 mg par jour, un immunosuppresseur stable et un SLEDAI à 0. C'est le score d'activité de la maladie. Si échec, on cherche une faible activité avec de l'hydroxychloroquine, corticoïde inférieur à 7 mg et demi, un SLEDAI inférieur ou égal à 4. Adhésion thérapeutique. Pourquoi? Si vous n'avez pas d'adhésion thérapeutique, vous êtes en échec et la maladie est en rémission et la maladie reste évolutive. 4 éléments sont de mauvais pronostics pour le lupus, donc le jeune âge, sexe féminin, l'inobservance thérapeutique et les séquelles essentiellement au niveau du visage. Là, vous avez donc des éléments de mauvais pronostic. Quelquefois, nous dosons l'hydroxychloroquine dans le sang. Je précise que l'hydroxychloroquine a une demi-vie de 42 jours. C'est une molécule qui est extrêmement lente, donc il faut quelquefois attendre son effet immunomodulateur après son instauration. Arrêt du traitement incriminé si le lupus induit. Photoprotection. Les papiers américains disent qu'il n'y a que 30% de femmes lupiques dans le monde qui appliquent une photoprotection. Donc vous devez sensibiliser votre patiente à la photoprotection. L'arrêt du tabac. Pourquoi l'arrêt du tabac? Le tabac, d'une part, active ce que nous appelons une thromboxane A2, qui est un puissant vasoconstricteur qui va donner une artérite distale avec une hypoxémie, une perte de charge et une souffrance tissulaire. Et le deuxième point, l'hydroxychloroquine entraîne une baisse de l'efficacité du plaquenil. Programmer la grossesse, rémission complète depuis 12 mois si atteinte rénale, 6 mois si atteinte extra-rénale, activité physique régulière pour lutter contre l'inflammation systémique, lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaire, hypertension, glycémie, dyslipidémie, puisque nous avons affaire à une athérosclérose accélérée, surveillance de la maculopathie. Elle est rarissime, j'en ai presque jamais vu. On les surveille par un électrorétinogramme multifocal, un champ central, et quelquefois on leur fait un scanner en cohérence optique. Vérifier le statut osseux, attention, ils sont sujets à soit développer une ostéomalacie, qui est la traphotique de l'os, soit développer de l'ostéoporose
qui est donc le volume trabéculaire osseux. Souvent, elles font les deux, ostéoporomalacie. Dans ce cas-là, ne pas hésiter à leur faire des ostéodensitométries, surtout si elles sont sous corticoïdes au long cours. Contraception, attention, progestative pure, on ne donne pas d'œstrogène, puisque c'est une maladie qui est hormonodépendante. Et on leur fait un dosage de l'AMH. L'AMH, c'est l'hormone antimullérienne qui nous donne une indication sur la réserve ovarienne et sur la fertilité. La vitamine D doit être donnée, il faut donc des doses optimales. La vitamine D n'est pas une vitamine, c'est une pro-hormone. D'accord ? En dehors de l'aspect sur le métabolisme phosphocalcique, elle joue aussi un rôle sur l'immunité. La vaccination à jour, pneumocoque, virus influenza, SARS-CoV-2, contre-indication des vaccins vivants comme la fièvre jaune. Le plaquenil est donné à raison de 400 mg par jour. C'est un immunomodulateur qui empêche donc la poussée de la maladie. Par poussée de la maladie, on entend atteindre des organes cibles et la crinacrine, c'est échappement. La dernière diapositive, je vous parle uniquement du lupus articulaire. On traite par, donc, c'est une réponse graduée, anti-inflammatoire non stéroïdien, on rajoute des antalgiques. En cas d'échec, on met une corticothérapie à petite dose, 7 à 10 mg par jour de prénisant, on ne dépasse pas 15 mg par jour. En cas d'échec ou de corticodépendance, on rajoute le méthotrexate, 0,3 mg par semaine. On démarre par 10 mg par semaine, on peut aller jusqu'à 20-25 mg par semaine. En cas d'échec ou de non-réponse, on augmente la biodisponibilité en utilisant de la voie sous-cutanée. On donne de l'acide folique 5 mg le lendemain de la prise de méthotrexate. En cas d'échec, on utilise le rituximab, protocole lymphome, anti-CD20, 375 mg par mètre carré toutes les semaines pendant 4 semaines. En cas d'échec, on utilise le belimumab, qui est un anticorps monoclonal anti-lisantibab. C'est une cytokine qui permet la survie des lymphocytes B qui sont autoréactifs, donc nous cassons l'auto-immunité. Ou l'anifrolumab, qui est un anticorps monoclonal anti-interféron de type 1. La colchicine est intéressante, comme on en a parlé tout à l'heure, elle inhibe le NLRP3. Si vous avez une sérite, vous laissez la colchicine. Moi, toutes les péricardites, elles sont sous colchicine au long cours, puisque quand on arrête la colchicine, on a des risques de récidive de péricardites, et dans certaines formes articulaires. En cas de lupus, méthotrexate plus hydroxychloroquine, et bien sûr, je finis avec le syndrome des antiphospholipides, toujours avec un, surtout si vous avez un triple positif et un phénotype artériel. Attention au CAPS, qui est le syndrome catastrophique des antiphospholipides. C'est une microangiopathie thrombotique. Elle est souvent provoquée par un arrêt brutal des AVK, une chirurgie non programmée ou une infection. Merci de votre attention.